Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de l'enseignement. Je vais laisser rentrer tout le monde dans la salle virtuelle, ça prend un petit peu de temps. Donc, en attendant, déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Clémentine Schilt et je suis responsable de l'enseignement numérique à l'Institut Pasteur et je suis accompagnée aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anvita Bhargava, je suis chef de projet dans la direction d'enseignement aussi à l'Institut Pasteur. Voilà. Donc, ce webinaire est organisé par la direction de l'enseignement de l'Institut Pasteur, avec l'Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur et l'Agence universitaire de la francophonie. Donc je vais commencer par présenter Michael et ensuite on va lui laisser la parole. Donc Michael Casera est titulaire d'un master de sciences et d'un master de santé publique. Il a travaillé comme épidémiologiste d'intervention avec Médecins sans frontières sur la mise en place rapide de systèmes de surveillance épidémiologique dans des situations d'épidémie aiguë, en particulier pour le choléra, la rougeole, la diphtérie et la dengue. Il a joué un rôle clé dans les opérations de riposte aux épidémies dans les zones touchées par des crises, notamment en Haïti, au Soudan et à Gaza. Il est actuellement coordinateur de la Task Force d'investigation des épidémies à l'Institut Pasteur, où il fait le lien entre l'épidémiologie opérationnelle et la recherche appliquée. Et il est très impliqué dans la formation et le mentorat. Et vous l'imaginez, en ce moment, il est sur le pont, mais il a trouvé le temps de vous préparer un webinaire. Donc, c'est avec grand plaisir que nous allons t'écouter, Michael. À toi la parole. Merci beaucoup vraiment pour l'invitation et bonjour à tout le monde et à tous. Je m'excuse déjà, je suis un peu malade, mais effectivement, évidemment, je suis très content de parler de ce sujet. Comment lancer une épidémie comment lancer une recherche pendant une épidémie? C'est une question très très complexe et bien sûr, j'ai pas toutes les réponses à cette question. Et je tiens à préciser que cet webinaire, c'est pas un webinaire scientifique, mais c'est un webinaire qui partage des réflexions opérationnelles, scientifiques et éthiques d'un point de vue de réponse de l'épidémie. Et pour commencer, je voudrais juste me présenter un peu mieux en détail où je viens et où je viens pas. Parce que je pense que c'est très, très important pour moi à partager ça avec vous, vu qu'on a beaucoup de collègues qui viennent de partout. Donc moi, j'ai travaillé pendant plus ou moins 9 ans avec Médecins sans frontières et Médecins du monde sur le terrain, dans des contextes humanitaires très complexes, très fragiles, et des contextes d'épidémie dans ces contextes fragiles. Voilà. Mais moi, je suis italienne, je suis de la minorité germanophone en Italie, évidemment en blanc. Donc pour moi, c'est très important à souligner que, évidemment, chaque réflexion que je partagerai avec vous tient en compte les concepts et les principes d'équité. Et toutes les choses que je vais partager avec vous pendant cette webinaire, c'est des choses que j'ai appris de mes collègues sur le terrain. Voilà, comme je t'ai déjà mentionné, maintenant je suis coordinateur de la Outbreak Investigation Task Force, de l'OITF en bref. L'OITF est une équipe pluridisciplinaire basée à l'Institut Pasteur de Paris, mais qui travaille très proche avec le Pasteur Network et l'Association des Pasteurs Network et d'autres partenaires. C'est une task force qui surtout travaille partenaire à partenaire et donne un soutien à des partenaires pendant la phase précoce d'une épidémie d'un point de vue de search capacity, ça veut dire de déploiement des ressources humaines, des experts, et aussi d'un point de vue de recherche opérationnelle dans la phase précoce d'une épidémie. Et comme vous pouvez imaginer, c'est aujourd'hui avec l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda, c'est un sujet très très complexe et très très pertinent à discuter ensemble avec vous. Donc, je tiens aussi à préciser que je parlerai du contexte où j'ai travaillé. Chaque contexte est vraiment différent, chaque contexte est unique et avoir une épidémie d'un certain pathogène d'un certain contexte est différent que les mêmes pathogènes d'un autre contexte. Donc, je peux que partager en fait les réflexions de que j'ai appris pendant les endroits où j'ai travaillé. Et last but not least, avant de commencer, je vous invite vraiment à vous inscrire dans les MOOC, dans les Massive Open Online Course, Research Management in Outbreaks Preparedness and Response.
C'est un cours qui était mis en place par les Pasteur Network dans le cadre des projets durables. Et beaucoup des sujets que je vais parler dans cet webinaire sont liés, aussi sont abordés plus en détail dans les webinaires, dans les MOOC du Pasteur Network. Parfait. Donc, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Et vous pouvez répondre à ces questions avec les codes QR en gauche en haut et juste mettre votre réponse dans quelle langue, n'importe, en anglais ou en français. Et la question, c'est qu'est-ce que vous pensez sur les défis plus grands à mener de la recherche pendant la phase précoce d'une épidémie? Je vous laisse quelques secondes à accéder les codes QR et à répondre à cette question. Et après, on va voir ensemble d'aborder ces sujets pendant cette webinaire. Je vois qu'il y a déjà parfait logistique. Je suis complètement d'accord. On va aborder ce sujet aussi. Oui, money, communication, timing, très important, les différences culturelles, la pression du temps, absolument. Je vois aussi que quelqu'un a écrit politique. On va aborder ce sujet aussi. On va aborder la question d'éthique et des comités d'éthique, absolument. C'est une question très, très pertinente. Et on va bien sûr parler de la collaboration et surtout des partenariats. Donc, c'est un sujet extrêmement important pour démarrer de la recherche pendant la phase précoce d'une épidémie. Merci beaucoup. On a vraiment beaucoup, beaucoup de réponses. Je laisse encore quelques secondes à regarder. Et je suis content parce qu'au moins, je vois que quelques de ces sujets, on va les discuter pendant cette webinaire. Parfait, parfait. Donc, je passe à les prochaines diapos. Donc, j'ai coupé ce webinaire en trois parties. Et on va commencer par la partie 1. Et dans cette partie 1, on vient discuter de la recherche pendant l'épidémie, pour qui et pourquoi. Et on va aborder les sujets par deux histoires sur le terrain que j'ai vécues. J'ai entendu avant qu'il y a aussi des collègues de Haïti qui sont en ligne. Donc, on va parler un peu de Haïti et après des Soudan. Avant de ça, je voudrais juste mentionner que sur le terrain, on a toujours les acteurs de réponse et on a les acteurs de recherche. Mais c'est important à souligner que l'objectif global des deux acteurs, c'est le même. C'est d'aider à les décideurs de prendre des décisions le plus vite possible pour améliorer la santé publique, pour améliorer la réponse à cette épidémie. Les chercheurs ont aussi un autre objectif qui c'est de préparer pour la prochaine épidémie, d'apprendre plus possible sur les pathogènes et sur cette épidémie en cours pour la prochaine épidémie. Mais c'est important vraiment à garder cet esprit que l'objectif global est le même. Et je passe à la diapo suivante, qui effectivement, c'est sur cette balance, de bien calibrer la balance entre la réponse et la recherche pendant une épidémie. Et pourquoi j'ai souligné ça? Parce que si on se concentre trop seulement sur la réponse, on va manquer d'apprendre des choses sur les pathogènes pour la prochaine réponse. Si on va se concentrer trop sur la recherche pendant la réponse, on effectivement manque de répondre à l'épidémie de la façon le plus vite possible et on manque à sauver de la vie. Donc c'est très important à bien calibrer cette balance et on va voir les prochaines diapos comment on pourrait faire ça. On va discuter de certains sujets, comment on pourrait faire ça. Ok, c'est parti. Donc, choléra Haïti, octobre 2022. Donc, vous pouvez voir à gauche un centre de traitement de choléra Port-au-Prince et à droite une photo typique de la ville de Port-au-Prince et vous pouvez voir une forte densité de population et des collines qui déjà posent des problèmes en termes d'accès aux soins, à les soins. Je tiens aussi à mentionner que pendant cette période, et comme malheureusement aussi aujourd'hui, Haïti est touché par des crises multiples. Et parmi les crises, c'est aussi une crise d'insécurité, d'instabilité, ça veut dire de la guerre entre différents gangs. Moi, j'ai été déployé début octobre 2022, après les premiers cas de choléra, les premiers cas suspects de choléra. Après 3 ans sans choléra en Haïti, étaient notifiés par Médecins sans frontières dans 2 ans différents
de Port-au-Prince, de la ville de Port-au-Prince. Et moi, j'étais déployé début octobre comme coordinateur épidémiologique de cette réponse pour Médecins sans frontières. Et évidemment, comme vous pouvez penser, imaginer, les termes de référence étaient très, très concentrés sur la réponse, sur sauver des vies. Et la question au début d'une épidémie, dans la phase précoce d'une épidémie, pour un épidémiologiste d'intervention, c'est comment on peut le plus vite possible mettre en place une analyse descriptive épidémiologique pour aider à les décideurs d'optimiser l'utilisation des ressources très très limitées. Et ça n'importe quel contexte, si c'est Haïti, si c'est l'Italie, si c'est le Soudan. Toujours dans la phase précoce, on a deux limitations en termes de ressources. Et je parle des ressources financières, des ressources du temps, des ressources humaines et des ressources matérielles. Et nous, avec une équipe vraiment très très forte, on a réussi à mettre en place un système de surveillance très très vite, ensemble avec le ministère de Santé locale. Et ce système de surveillance a permis de faire une analyse épidémiologique très très rapide et de répondre à une des questions clés, ça veut dire quelle zone à Port-au-Prince on doit chlorer, avec une quantité de chlore disponible sur place très très limitée. Donc voilà, la clé était de partager l'information essentielle à les décideurs et de prendre une décision plus vite possible où chlorer, quelle source d'eau chlorer. Et comme vous pouvez voir, la balance à ce moment est très très concentrée sur la réponse, pas forcément encore sur la recherche. Par contre, comment on peut s'approcher aussi à faire de la recherche dans un contexte complexe comme celui-là? La première chose, c'est d'investir à faire un petit stakeholder mapping. Ça veut dire de connaître les acteurs locaux, de connaître les acteurs impliqués dans la réponse et les acteurs internationaux. Et encore plus important, savoir l'interaction de ces acteurs. Donc, savoir qui va interagir avec qui, quelle information doit être partagée avec qui est l'élite. Et je tiens à souligner que c'est toujours les équipes locales qui sont dans l'élite. Les équipes comme MSF sont au soutien des équipes locales. Pour moi, comme coordinateur épidémiologique à l'intérieur de Médecins sans frontières, je tiens à souligner qu'à ce moment, il y avait plus de 1000 staff MSF sur le terrain qui travaillent pour la réponse au choléra. Donc, c'est un écosystème, même à l'interne de l'organisation, très complexe. Et c'est très important à comprendre ça parce que c'est aussi lié à les institutions de recherche. Pour moi comme épidémiologiste, mais aussi pour tous les acteurs de réponse et pour les acteurs de recherche, c'est important à comprendre ce lien entre les acteurs de réponse et les acteurs de recherche. Et surtout, les équipes de recherche locales. L'équipe de recherche locale prend l'élite. Toujours. Ça doit être comme ça. Prend le leadership. Après, bien sûr, il y a des équipes, beaucoup de fois régionales, qui ont déjà des relations établies pendant des années et des années avec les équipes locales. Et après, bien sûr, ça peut être aussi le cas qu'il y a des équipes internationales qui ont déjà projets en cours avec les équipes locales sur place. Mais savoir exactement qui fait quoi et qui va interagir avec qui permet de répondre à des questions comme ce cas choléra, un pathogène très ancien. On connaît déjà beaucoup de choses sur le choléra. Mais bien sûr, même dans un contexte comme ça, il y a des questions à répondre. Et avec, en fait, cette analyse des stakeholders, on peut accélérer la réponse, la mise en œuvre des études opérationnelles sur place et à répondre à des questions et essayer de publier le plus vite possible pour aussi aider à les décideurs de cette épidémie et pour apprendre pour la prochaine épidémie. Et bien sûr, à calibrer la balance. Maintenant, je vous montre une vidéo parce que on aborde les prochains sujets et après les vidéos, on va les discuter. Voilà, cette vidéo était mon moyen de transport pour aller de point A à point B, d'un centre de traitement de choléra A à point B, le centre de traitement choléra B. Et pourquoi ça? Parce que à cause des situations contextuelles complexes d'insécurité, on a dû prendre l'hélicoptère. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que chaque recherche dans un contexte opérationnel, dans un contexte opérationnel d'une épidémie,
peut être face à d'autres complexités contextuelles. En ce moment, on a eu une crise entre les gangs, on a une crise d'insécurité, d'instabilité avec des guerres entre les gangs, mais on a aussi une crise des carburants. Les pays avaient une grande crise des carburants à partir de début septembre 2022 qui a eu des implications très très importantes sur la réponse à l'épidémie et bien sûr aussi pour une potentielle mise en œuvre des études. En parallèle, autour du monde, on a eu des crises comme Ebola en Ouganda et l'inondation en Pakistan. Et pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il y a eu des experts très importants déjà déployés dans les contextes à l'extérieur. Donc c'était très difficile à répondre à cette crise de choléra en Haïti avec des experts déjà occupés par beaucoup des autres, en fait, pour d'autres crises. Et c'est très important en termes de gestion de recherche pendant une crise épidémique de garder ça dans la tête. Qu'est-ce que sont qu'est-ce que c'est le contexte actuel? Et si on regarde maintenant Ebola en RDC et en Ouganda, c'est un contexte très très complexe. On a une instabilité civile, on a des zones très éloignées, etc., etc. Donc, c'est très important de mettre ça, garder ça dans la tête. Et je tiens à souligner que, bien sûr, les institutions locales sont les institutions qui ont la connaissance des contextes locaux les mieux. Prochain sujet que je voudrais discuter avec vous, j'élabore avec cette photo. Et je vous invite à brièvement regarder, jeter un coup d'œil sur cette photo. Et après, je vous pose une question et vous pouvez la répondre avec les QR codes en gauche en haut. Je vous pose la question, qu'est-ce que sont ces dossiers que vous pouvez voir dans cette photo? Et on va voir qu'est-ce que seront les réponses sur cette question. Des fiches de patients. Je vois beaucoup fiches de patients, dossiers patients, données cliniques. Pour l'instant, je ne vois pas encore la réponse correcte. Oh, peut-être je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer maintenant. Super. Donc, on laisse encore quelques secondes. Je vois la réponse déjà là. OK, je vous donne la réponse. Ces dossiers que vous pouvez voir sont des CV, des curriculums. Et pourquoi je vais vous montrer cette photo? Parce que, effectivement, dans la phase précoce d'une épidémie, on doit toujours penser à une doctrine de pragmatisme. Pour 3 postes ouverts des superviseurs de données sur place, j'ai reçu 2000 CV. Ça veut dire que, première chose, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, mais deuxième chose aussi, on est limité en termes de recrutement, on est limité en termes de recrutement de personnes. Ça veut dire aussi qu'on est limité en termes de temps d'investir pour mettre en œuvre les systèmes de surveillance et aussi aider à collecter les données qu'on a besoin pour prendre des décisions. Donc, chaque variable, chaque paramètre, chaque indicateur qu'on va ajouter dans la liste linéaire, dans les bases de données, dans les case report form, va prendre plus de temps, plus de ressources humaines et plus de ressources financières. Ça veut dire que on n'est pas dans les timeliness. Si on pense toujours que la priorité est time, place, person au début d'une épidémie. Donc, pourquoi je mentionne ça? Parce que euh, on peut, si on regarde, si on passe par des questions de recherche clés que normalement on répond pour des phases précoces d'une épidémie d'un pathogène, d'un nouveau pathogène. Et ces questions sont prises par les MOOC, donc les cours online de Pasteur Network. Et je vous invite à juste lire. Donc, bien sûr, ce sont des questions clés comme qu'est-ce que c'est les pathogènes, comment c'est la transmission des pathogènes, qu'est-ce que c'est la sévérité des pathogènes, comment on va diagnostiquer ces pathogènes, comment on va traiter ces pathogènes, etc., etc. Donc, ce sont des questions, normalement, sont plus ou moins les mêmes questions qu'on va répondre, dépendant des pathogènes et des contextes. Et comment ça, c'est lié avec qu'est-ce que j'ai mentionné avant, les CV et la doctrine de pragmatisme. Parce que beaucoup de fois, euh, on peut constater qu'un système parallèle
de recherche est mise en place en parallèle de systèmes de surveillance pour la réponse à l'épidémie. Moi, je suis convaincu que parfois, on peut capitaliser sur des données et des échantillons déjà collectés pendant cette phase précoce de l'épidémie et utiliser ces données et cet échantillon pour optimiser et en fait pour répondre à des questions clés de la recherche. Et ça, c'est aussi une façon pour calibrer la balance et pour optimiser les ressources humaines, financières et du temps et du matériel qu'on a disponible dans le contexte précoce d'une épidémie. Et un très bon exemple, c'est la Global Task Force on Cholera Control, où moi et un autre de mes collègues, Dr. Natalie Fischer, fait partie. Et cette task force, cette Cholera Control Task Force, a mis en place une agenda de recherche pour mieux se préparer avant une épidémie de choléra et effectivement mieux intégrer la collecte des données et la collecte d'échantillons dans la phase précoce d'une épidémie et optimiser cette collecte. Je passe dans le deuxième contexte de terrain que je voudrais partager avec vous et aborder un autre sujet très très important. Et ce contexte, c'est le Soudan. Et moi, j'étais déployé en juillet 2023 par Médecins sans frontières à la frontière avec Soudan et Sud-Soudan, juste après les débuts de la guerre civile en Soudan. Évidemment, c'est un contexte très très complexe et je vous invite de juste regarder cette vidéo pour comprendre la complexité de ce contexte où on a travaillé. Comme vous pouvez voir, c'est un contexte de déplacement touché par l'inondation et encore plus complexe. Jour par jour, on a eu des milliers de réfugiés qui viennent et partent de cette zone. Et évidemment, ça pose beaucoup de risques d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue des risques d'épidémie. Et effectivement, on a constaté beaucoup de différents pathogènes sur le terrain avec une limitation très très forte des diagnostics, bien sûr. Donc, beaucoup de surveillance était syndromique. Mais la question ici est-ce qu'il y en a manqué des opportunités de recherche dans le contexte ici? Et est-ce que la balance était plus calibrée côté réponse? Ma réponse est oui, c'était le cas. Et la question était pourquoi c'était le cas. Bien sûr, il y a une question de capacité, il y a une question de ressources, etc. Mais moi, je voudrais aussi partager un autre sujet que je pense est très important. Est-ce que toutes les épidémies ont la même attention? Évidemment, la réponse est non. Et je pose et je vous montre maintenant l'exemple de hantavirus et de l'épidémie de Bundibugyo Ebola à ce moment. Bien sûr, on a constaté beaucoup plus d'attention médiatique concernant les hantavirus, et je parle vraiment des médias occidentaux, comparé à l'épidémie de Ebola en RDC. Malgré, il y a beaucoup de similarités en termes de connaissances de recherche à ce moment. Et par contre, je voudrais aussi souligner que la communauté scientifique et la communauté des réponses à l'épidémie est très, très inquiétée par la réponse Ebola à ce moment. Et ça, c'est aussi une raison que l'OMS, ensemble avec les autres partenaires, a une Urgent Scientific Consultation cet vendredi, que je vous invite vraiment à vous inscrire, à parler des questions de recherche essentielles à répondre sur cette nouvelle variante pas nouveau, mais cette variante de Ebola très très rare en RDC et en Ouganda. Parfait, on a fini la première partie. Je voudrais juste résumer très très vite qu'est-ce que j'ai parlé cette première partie. La première chose que je voudrais souligner, c'est que la réponse serait toujours une priorité. La priorité, c'est de sauver des vies et les acteurs de santé publique ont toujours cette priorité dans la tête. Deuxième chose, la recherche est essentielle. Ça dépend bien sûr des pathogènes et de la connaissance des pathogènes, mais c'est essentiel de tout de suite, dans la phase précoce d'une épidémie, de penser quelles questions de recherche on doit aborder pour mieux comprendre cette pathogène, pour mieux répondre à l'épidémie. La troisième chose que je voudrais mentionner est qu'une épidémie est toujours politisée. Et c'est très important comme acteur de comprendre cette question politique et d'avoir cette notion de plaidoyer si une question de recherche n'est pas répondue par des acteurs
internationales, locales, etc., et d'essayer de faire ce plaidoyer. Et bien sûr, je vais parler d'un point de vue Médecins sans frontières. Médecins sans frontières est très très fort sur ce côté de plaidoyer. Parfait. On parle maintenant de quatre leviers et de deux horloges. euh, et c'est un peu plus conceptuel et théorique maintenant. Et après, la troisième partie serait à nouveau très, très pratique. Donc, qu'est-ce que je veux parler maintenant? C'est effectivement le deux horloges de réponse. Et c'est très important de comprendre qu'à un moment de la réponse, on a l'horloge de réponse qui marche en termes de heures et jours. On doit être très très vite à fournir d'informations à les décideurs, pragmatiques, descriptifs, etc. Et de l'autre côté, on a l'horloge de recherche qui est un peu plus lente normalement et ça passe par des protocoles, par des case report forms, par les comités éthiques, etc., etc. Et comprendre que cette deux horloges marchent pas en synchronisation, c'est la première étape pour essayer de synchroniser ces deux horloges. Et pour synchroniser ces deux horloges, c'est essentiel de commencer avant le début d'une épidémie. Et je tiens à souligner ça. Beaucoup de travail est fait avant le début, le T0, avant le début d'une épidémie. Et on va aborder ce sujet par ces quatre leviers, savoir, savoir-faire, savoir-être et faire savoir. Moi, je ne suis pas français ou francophone, donc je connais pas ces quatre leviers, mais je pense que c'est une façon intéressante pour aborder les sujets. Et on commence par le levier savoir. Le levier savoir, c'est la institutional readiness. Comment on est prêt avant l'épidémie, avant le T0. Et on peut regarder ça on peut préparer des protocoles de recherche génériques. On peut regarder qu'est-ce que l'OMS et d'autres partenaires ont déjà mis en place en termes de protocoles templates, modulaires, etc., pour adapter à une nouvelle épidémie. Le deuxième pilier, c'est l'éthique et toute la question éthique, data sharing agreement, material transfer agreement, etc., etc. On peut déjà aborder ce sujet avec les comités éthiques locaux. Déjà interagir avec eux, créer une relation entre l'institution de recherche locale et les comités éthiques locaux pour effectivement être plus vite quand le T0 est là. Et le troisième, c'est tout ce qui est concernant les ressources humaines. On peut déjà faire un inventaire des ressources humaines qu'on peut mobiliser dans le T0. On peut déjà regarder les chaînes d'approvisionnement, la logistique. Beaucoup de notre collègues en ligne ont mentionné la logistique comme un problème principal pendant la phase précoce d'une épidémie. Et je vous invite de déjà investir dans l'approvisionnement, dans la logistique avant le T0, avec les partenaires sur place pour aborder les défis au cas où le T0 démarre. Et juste pour partager un exemple de qu'est-ce que la Task Force, l'Outbreak Investigation Task Force que je gère maintenant, a démarré récemment, on a créé un groupe de travail qui s'appelle Early Phase Outbreak Protocol Templates Working Group. Et cette working group essaye de travailler ensemble avec des partenaires de Pasteur Network et le comité éthique, les ministères de santé locale, déjà discuté qu'est-ce que sont les priorités en termes de T0, en termes de qu'est-ce qu'on pourrait démarrer avant, qu'est-ce qu'on peut faire avant le T0. Voilà. On parle du deuxième levier, savoir-faire. Le savoir-faire, c'est l'exécution technique. Et là, je voudrais vraiment souligner la question des transfèrements de technologies, de renforcement des capacités à niveau local. Mais je parle partout dans le monde, dans le sud global, dans le nord global, n'importe où. C'est essentiel d'améliorer, partager les capacités qu'on a et c'est aussi une responsabilité que nous avons tous autour du monde parce que, comme vous savez, les pathogènes ne connaissent pas des frontières. Donc, c'est essentiel à parler de ça et d'aborder les sujets d'exécution technique. Et on va parler d'un exemple très, très pertinent comme le Mpox en Madagascar après, comme exemple comment cette exécution technique était vraiment, vraiment exceptionnelle au niveau de Madagascar. Mais d'abord, je vous montre cet organigramme de Africa CDC et l'OMS pendant l'épidémie de Mpox à niveau continental d'Afrique
Africa CDC et l'OMS ont fait une chose très très intéressante. Ils ont mis la côté recherche et innovation ensemble dans les CUSP, dans les Incident Management Team à niveau continental. Ça veut dire que les collègues de recherche interagissent directement avec les collègues d'opération. Et bien sûr, ça a beaucoup d'avantages parce que, comme vous savez, les acteurs de recherche à ce moment et les acteurs opérationnels travaillent ensemble et communiquent entre les deux. Le troisième pilier, c'est le plus complexe et aussi probablement le plus important. Et cet pilier, c'est l'investissement en relation, savoir-être. Donc, tout ce que c'est lié à les relations, à les capacités transversales, effectivement à les networks, à la culture des partenariats qu'on doit construire. Et cet investissement, pas forcément on voit un retour, mais c'est essentiel parce que quand les T0 démarrent, la culture des relations, la culture des partenariats est essentielle. C'est pas suffisant, c'est réveiller les T0 et essayer de faire de la recherche avec d'autres institutions. Une culture de partenariat est essentielle et ça prend du temps. Et investir des relations, c'est essentiel. Et je voudrais souligner là la leadership locale. La leadership locale de toutes les questions de recherche et aussi la culture d'apprendre, la culture de peut-être faire des erreurs, la culture d'investir de la soutenabilité en termes de capacités, de technologies, etc., etc., etc. Je tiens aussi à souligner l'importance des capacités transversales. Beaucoup de fois, on se concentre sur des capacités techniques. Donc, comment utiliser une certaine machine, comment faire une analyse de la modélisation, etc. Mais dans le T0, c'est essentiel d'investir sur des capacités transversales et on sait tout que dans le milieu médical, parfois cette skills sont un peu sous-estimées ou pas suffisamment valorisées. Le quatrième levier, c'est le levier de faire savoir. Donc, c'est le retour des connaissances. Et je pense comme chercheur, on a la responsabilité de partager des résultats. Si c'est des résultats positifs ou si c'est des résultats négatifs, n'importe quel résultat, mais c'est important de les partager avec la communauté, avec les participants de la recherche, avec les autorités, avec les personnes qui sont impliquées dans la réponse d'une épidémie. Et bien sûr aussi partager avec la communauté scientifique. Voilà. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez dans votre institution, quel levier est le plus faible dans votre contexte et de votre institution? Je suis très curieux à savoir. À vous la réponse. OK, on voit beaucoup de savoir, donc institutional readiness, mais on voit aussi maintenant savoir-être. C'est une compétition très, très euh, proche, on peut dire. Voilà, je vois que savoir-être prend beaucoup plus de place. Et effectivement, comme j'ai mentionné avant, c'est une des leviers les plus compliqués, mais aussi une des leviers les plus importants dans les T0. Donc, c'est intéressant à voir que vous avez cette réponse. Parfait. Donc, on passe maintenant par les prochaines et la dernière partie, et c'est un exemple comment mettre en œuvre ces quatre leviers dans le contexte de Mpox au Madagascar. Et les Madagascar, juste pour vous montrer un peu le contexte, c'est un contexte comme beaucoup d'autres contextes qui est touché par des crises multiples dans le même temps. Donc, au début, en fait, fin décembre 2025, comme cadeau de Noël, le Madagascar a notifié les premiers cas de Mpox. Et dans le même temps, il y avait plusieurs cyclones qui sont passés par le Madagascar. Il y a une crise de malnutrition, surtout dans le sud de Madagascar. Et ça vraiment, ça résume un peu beaucoup des autres contextes où on a des crises multiples. Et ça reprend un peu les diapos que j'ai parlé avant à comprendre le contexte et à comprendre les crises multiples. Donc, après cette notification des cas au début, fin décembre 2025,
Qu'est-ce qui s'est passé? L'Institut des pasteurs de Madagascar a vraiment capitalisé des années et des années d'investissement sur ces quatre leviers qu'on a parlé avant. Et ces leviers, effectivement, il y avait un retour d'investissement. Moi, j'ai eu la chance à soutenir l'IPM. Donc, l'OITF a eu la chance à donner un soutien à l'IPM qui a fait un travail énorme. Donc, pour vous montrer, fin décembre, premier cas notifié positif. De très très peu de temps, l'Institut Pasteur de Madagascar a finalisé un protocole de First Few Cases X, qui est un protocole sur la compréhension des indicateurs et paramètres épidémiologiques clés avec une investigation intermaison. Et ce protocole était mis en œuvre très très vite, en très proche collaboration avec le ministère de Santé et soumis dans les comités éthiques. Et quelques semaines après, l'Institut Pasteur de Madagascar, surtout, je tiens à souligner, l'équipe d'épidémiologie et de recherche clinique, a déployé des équipes pour ouvrir faire œuvre à cette recherche. Mais la chose intéressante, c'est la stratégie que l'IPM a adoptée. L'IPM a adopté une stratégie double, une stratégie de recherche et en même temps renforcement des capacités pour améliorer la réponse à l'épidémie de Mpox. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'IPM a fait beaucoup de formations à l'équipe des centres de base primaires à gérer cette épidémie, à gérer les patients et aussi à comprendre mieux cette pathogène, cette nouveau pathogène pour Madagascar. Et ça a beaucoup aidé effectivement à la notification des cas et à la gestion de l'épidémie à niveau de Madagascar. Et bien sûr, à côté, l'équipe a mené la recherche en parallèle. Je pense que c'est un exemple exceptionnel comment combiner, comment interagir avec les ministères de santé, les centres de base communautaires, etc., etc., ensemble avec la recherche opérationnelle dans phase précoce d'une épidémie. Et si on regarde les différents piliers, on peut vraiment voir que l'IPM a investi beaucoup d'années sur chacun de ces leviers et en fait, on peut voir les fruits de cet investissement, de cette réponse à Mpox au Madagascar. En termes de savoir, l'IPM a investi à être prêt en termes de templates FFX et il y a des templates des autres études déjà menées dans le passé. En termes de savoir-faire, bien sûr, l'ouverture technique, l'équipe sur place a la capacité de mettre en œuvre cette type d'études. Savoir-être, l'IPM a investi beaucoup en termes de partnership avec des institutions à niveau international, des pasteurs network et aussi avec des institutions régionales, comme des chercheurs en Afrique du Sud. Et bien sûr, le moment que les thésures sont arrivées, ça a donné des fruits. Et enfin, bien sûr, faire savoir, c'est encore un progrès, mais c'est une des priorités pour l'IPM de partager des résultats, de partager avec la communauté, avec l'équipe d'anthropologie impliquée, etc. Donc voilà. Et j'ai une dernière question pour vous avant de conclure cette webinaire. Et je vous pose la question, effectivement, qu'est-ce que c'est une question de recherche que toujours vous avez, mais vous n'avez jamais répondu pendant une épidémie? Et je vous laisse un peu plus de temps à réfléchir sur ça, parce qu'après, dans la conclusion, on peut peut-être commencer à discuter sur certains sujets que vous allez écrire, vous allez répondre sur cette question. C'est pas une question facile, mais peut-être c'est aussi le moment vraiment de réfléchir dans le contexte où vous travaillez, qu'est-ce que c'est vraiment quelque chose de vraiment important à aborder dans les prochaines T0. Je vois déjà des sujets vraiment, vraiment importants. C'est vraiment complexe parfois dans la phase précoce d'une épidémie de mener des études sur des femmes enceintes. On a pu les voir aussi pendant l'épidémie de Mpox en Madagascar, mais c'est un sujet très, très intéressant. Je vois aussi la distribution spatiale. C'est un sujet très, très important parce que je crois fortement que la distribution spatiale, c'est encore un sujet qui est vraiment entre la réponse en santé publique et la recherche.
Et c'est important à aborder comme sujet avec les acteurs sur place. La diagnostic précoce, bien sûr, c'est une priorité. Et on peut le voir maintenant dans l'épidémie d'Ebola en Ouganda, en RDC. La notification de Ebola était retardée parce que la variante de Budibungyo n'était pas diagnostiquée par les Ebola experts, donc les gene experts, la diagnostic sur place, qui est capable de diagnostiquer le Zaire, la variante de Zaire. On a beaucoup, beaucoup de sujets très, très importants et très, très intéressants. Je vous laisse encore quelques instants pour écrire. Parfait. Je vois pas trop des nouveaux. Voilà. Political interest, je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet vraiment très important à toujours réfléchir et toujours regarder plus en détail, surtout pour la question de plaidoyer, sur plaidoyer des questions de recherche essentielles. OK. Je passe maintenant pour le closing, donc la fin de cet webinaire. Et je voudrais souligner juste trois choses, en fait quatre choses avant de conclure. La première chose qu'on a discutée, c'est les deux horloges, une épidémie. Donc c'est essentiel de essayer de synchroniser cette épidémie. Et pour synchroniser, pardon, cette horloge. Et pour synchroniser ces deux horloges, c'est important de travailler avant le T0. En termes de vue de protocole, en termes de vue éthique, en termes de vue de partnership, en termes de vue de système de données, etc., etc. La troisième chose, c'est l'équité. L'équité doit être l'architecture. Et la leadership locale est pas seulement un paragraphe, mais vraiment essentiel. Et je vais conclure avec cette diapo sur les team sport. La recherche et la réponse à l'épidémie est toujours un travail d'équipe. Et je crois fortement aussi plus et plus une act of solidarity. Et c'est travers les disciplines, travers les institutions et travers les frontières. Et j'utilise cette métaphore sur le risotto, vu que je suis italienne. Je pense qu'une épidémie est comme cuisiner un risotto. On a toujours besoin de différents ingrédients, mais chaque ingrédient doit avoir sa place et doit pas prendre trop de place pour être effectivement un très très bon risotto. Et je tiens à remercier toute l'équipe de l'OITF, tous les partenariats, tous les partenaires de l'OITF, bien sûr aussi tous mes collègues de MSF qui maintenant sont sur le terrain en RDC et en Ouganda. Et absolument, je tiens à remercier l'équipe de l'Institut Pasteur de Madagascar où j'ai eu le plaisir et l'honneur d'effectivement soutenir pour l'épidémie de Mpox et qui ont fait un travail incroyable. Merci beaucoup et Merci beaucoup, Michael. C'était vraiment très intéressant, avec beaucoup d'exemples et beaucoup d'interactions avec le public. C'était très sympa. et merci beaucoup à tout le monde et à tous pour l'attention et toutes les questions.